Salut tout le monde, c'est Val. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker et d'activer la cloche des notifications. C'est l'histoire de Margot. Margot a 27 ans lors de ces faits. Elle a une jeune fille âgée de 6 ans qui s'appelle Ophélie. Margot vit juste à côté d'une école primaire. De temps en temps, Margot laisse sa petite fille aller à l'école à pied. Elle habite même pas à 100 mètres. Et comme elle est souvent en retard au travail, du coup des fois elle est obligée de la laisser aller toute seule à l'école. Puis un matin, l'école appelle Margot pour lui dire que sa petite fille n'est pas venue à l'école. Du coup, Margot décide directement de quitter son travail pour aller rejoindre l'école. Arrivée à l'école, la directrice explique à Margot qu'elle n'a pas vu sa fille arriver à l'école. Du coup, elle décide directement de faire le chemin inverse sur la route pour rentrer chez elle. Arrivée chez elle, elle ne trouve pas son enfant. Elle commence vraiment à paniquer. Elle appelle son copain pour savoir si elle savait où était sa fille. Et son copain lui répond qu'elle ne savait pas. Là, elle commence vraiment à paniquer. Elle ne sait plus quoi faire. Elle ne tient plus debout. Elle est limite en train de s'effondrer. Elle fait que de pleurer. Mais elle doit se ressaisir. Appeler la police pour leur dire qu'elle a perdu sa petite fille et qu'il la recherche. Un avis de recherche est lancé pour retrouver la petite Ophélie de 6 ans. Quelques minutes plus tard, la police arrive sur les lieux et fouille chaque endroit de la maison et même sur le trajet pour voir s'ils ne trouvent pas une trace de la petite fille. Non loin de la maison de Margot, il y a une forêt. Du coup, la police décide de chercher la petite fille dans la forêt et sortent en même temps les chiens pour trouver plus facilement Ophélie. Quelques heures plus tard, la police retrouve la petite Ophélie cachée dans des buissons. Elle était en boule, en train de pleurer. Elle avait très peur. Elle n'osait même pas approcher les policiers qui étaient là pour la secourir. Elle voulait rester toute seule dans son coin. Sa mère a dû intervenir pour essayer de choper la petite. Même la petite avait peur de sa mère. Mais elle a quand même réussi à la prendre dans ses bras. Après ça, Ophélie a expliqué à ses parents ce qui s'est passé. La police a récupéré le témoignage de la petite fille. La petite fille explique, sur le chemin de son école, la petite fille explique qu'elle a vu un chien. Et comme elle aime bien les animaux, elle a décidé de le suivre, car elle voulait le caresser et jouer avec. Le chien l'a emmené dans la forêt. Ophélie n'arrêtait pas de suivre le chien, mais le chien ne commençait pas à apprécier, et du coup a commencé à se retourner contre Ophélie, l'a aboyé et l'a même bousculé. Ophélie eut très peur de ça, c'est pour ça qu'elle est restée cachée, pour pas que le chien puisse la retrouver. Après ça, elle est partie à l'hôpital pour faire quelques examens, et les médecins ont pu la soigner, car elle avait une entorse à son poignet. Après ça, tout s'est bien fini. Margot et son copain ont trouvé leur petite fille Ophélie. Saine et sauve, ils ont eu plus de peur que de mal. Mais maintenant, ils n'ont plus jamais lâché leur petite fille, ils l'ont toujours emmenée à l'école. Quelques jours plus tard, la police est appelée dans la forêt, car un randonneur a trouvé un corps. La police se rend sur les lieux et voit que c'est un corps d'une enfant. Du coup, ils ramènent le corps pour faire des analyses, des examens, pour savoir qui est cette personne qui est décédée. Directement reçu les examens, ils appellent Margot et leur expliquent qu'ils ont retrouvé le corps de leur fille et que la fille qu'ils ont avec eux n'est pas leur fille, mais une autre personne. Du coup, la police dit à Margot de rester sage et de faire comme si ne s'était rien passé, car la police arrive dans 15 minutes. Les 15 minutes sont passées, la police est arrivée devant chez Margot et arrête la jeune petite fille. Ils apprennent qu'au final, un peu plus tard, la fille qui se fait passer pour l'enfant de Margot n'est pas une jeune fille, mais est une jeune femme de 24 ans qui est naine et qui se fait passer pour des enfants. Elle explique son témoignage en disant qu'elle a attiré Ophélie dans les bois pour pouvoir la tuer et prendre sa place et continuer une vie tout à fait normale. Plus tard, la police a appris qu'elle était dans une asile et qu'elle a réussi à s'échapper quelques jours avant le meurtre de la petite Ophélie. Après avoir mis cette jeune femme à son asile, la psychologue a expliqué à la police qu'elle ne voulait pas simplement prendre la vie de la petite Ophélie, mais carrément de tuer toute sa famille. Depuis ce jour, Margot et son copain ont eu à nouveau un enfant, et cette fois-ci l'ont toujours accompagné à l'école, l'ont toujours surprotégé pour pas qu'il y arrive la même chose, même s'ils repensent fréquemment à ce qui s'est passé pour Ophélie. C'est l'histoire de Mathis. Mathis est parti faire ses études aux États-Unis. Mathis parle plutôt bien anglais, mais il a voulu améliorer son anglais en partant directement faire ses études là-bas. Et il est parti dans une université assez connue. Mathis, dans son université, il y a plusieurs fraternités. Dans l'une d'elles, il essaye de faire ami avec certaines personnes de l'université. Au début, il a un petit peu de mal, mais comme il est français, il
Il a beaucoup de chance avec les filles, car les filles là-bas aiment bien les Français, ce qui rend un petit peu d'ailleurs jaloux ses amis. Ça c'est une autre histoire. Du coup Mathis se retrouve de temps en temps seul, car il n'a pas beaucoup d'amis. Et le soir, il se retrouve dans sa chambre pour lire des livres ou être sur son téléphone. Puis il remarque plusieurs fois dans la nuit, des gens de la fraternité quittent l'établissement en douce. Mathis pense juste qu'il devrait aller voir les filles, discrètement. Mais ils font ça plusieurs fois dans la semaine. Ça n'inquiète pas trop Mathis. Mais un soir, il voit 4 personnes quitter discrètement la fraternité, et du coup se pose pas de questions. Car il se dit que c'est encore la même chose, ils sont peut-être partis voir des filles, ou juste sortis en soirée. Arrivé vers 3-4 heures du matin, il est réveillé par un bruit, et du coup décide de regarder dehors. Et là, cette fois-ci, il voit les jeunes hommes rentrer. Mais un détail choque Mathis. C'est qu'ils sont partis à 4, mais ils reviennent qu'à 3. Du coup, Mathis pose pas plus de questions que ça, car il est 4 heures du matin, il doit se lever dans 2 heures, et il est à moitié fatigué. Il se réveille, va en cours, et apprend que quelques heures plus tard, l'une des personnes de la fraternité n'est pas venue en cours aujourd'hui. Peut-être celle qu'il a vue hier soir. Mais il ne se posait pas trop de questions, c'était pas très dérangeant pour lui. L'université décide quand même d'appeler la police, car ils ne savent pas où se trouve le jeune homme, et ils ont peur qu'il soit arrivé quelque chose de grave. La police a interrogé Mathis et les gens de la fraternité pour savoir s'ils l'ont vu la nuit de sa disparition, mais personne ne l'a vu. Le soir venu, rebelote. Les 3 jeunes personnes décident de quitter encore une fois la fraternité pour se rendre à un lieu qu'ils ne sait pas. Mathis trouve ça vachement suspect qu'un homme a disparu et que ces 3 personnes sont venues la nuit d'avant sans cette personne. Du coup, il décide de les suivre discrètement et remarque qu'ils ne vont pas du tout en soirée ou dans la fraternité des filles, mais ils vont dans un bâtiment abandonné. Arrivé là-bas, il ne voit pas que les 3 personnes qu'il a suivies, mais il voit au total une dizaine de personnes, habillées full noir. Mathis ne comprend pas trop ce qui se passe. Il ne sait pas vraiment si c'est une secte. Enfin bref, Mathis est vraiment confus en fait, il ne comprend vraiment pas ce qui se passe. Il commence à se décaler, car il voit qu'il y a quelque chose au milieu. Et là, il voit arriver une autre personne. Mais cette fois-ci, pas avec une cape noire, mais une cape blanche. Ils sont tous en train de s'agenouiller devant lui. Et ils ont tous aussi en même temps un couteau dans la main. Et l'homme avec la cape blanche a aussi un couteau dans la main. Et en se décalant, il voit ce qu'il y a sur la table. C'est un homme. L'homme qui est sur la table est attaché et bâillonné. Du coup, il ne peut pas bouger ni parler. Les hommes qui se trouvent en face de lui sont en train de faire une espèce d'incantation. Il ne comprend pas vraiment ce qui se passe, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça ressemble vachement à un rituel satanique. Il regarde ça pendant plusieurs secondes et voit l'homme en blanc se mettre derrière la table, brandir son couteau et planter le jeune homme sur la table. Mathis est choqué et même sur le point de vomir, mais se retient et filme tout avec son téléphone pour avoir des preuves. Après que le jeune homme s'est fait planter, l'autre personne à la cape blanche continue encore à le planter jusqu'à qu'il meure. Son sang coule et est récupéré dans un espèce de pot qui est en dessous de la table. Après ça, cette personne se fait découper pour être ensuite servie et être mangée. Mathis en a assez vu et est directement parti voir la police. Mais en partant, il fait du bruit. Les hommes se retournent, se mettent à la poursuite de Mathis. Mathis court le plus vite possible. Il est poursuivi par 10 hommes en cape noire. Du coup, l'homme se met à courir et se retrouve dans des bois pour se cacher. Les hommes le recherchent. Ils cherchent même pendant très longtemps, car au final, Mathis reste caché pendant plusieurs heures dans un arbre. Après ça, la communauté cannibale a totalement déserté les lieux, ont tout effacé les traces, car ils savaient qu'il y avait une personne qui avait vu ce qu'ils avaient fait. Le lendemain matin, Mathis est parti voir la police, avec les preuves vidéo, et a même emmené la police sur les lieux. C'est comme ça que Mathis a su que les lieux étaient totalement nettoyés, qu'il n'y avait plus rien, qu'il n'y avait plus de traces de sang. Ils ont vraiment tout fait ça au propre, car même la police, ayant passé au détecteur, n'ont rien vu. Mais comme Mathis savait qui étaient les 3 personnes qui avaient fait ça, la police a pu les interpeller et les arrêter. Mais ils n'ont rien balancé. Les 3 individus étaient coupables de reconnaître le crime d'un jeune homme, car ils n'avaient que des preuves dessus. Et en peine, chacun 10 ans de prison. Après ça, Mathis a décidé de quitter son université pour aller dans une autre qui était plus loin. Et après ça, n'a plus jamais entendu parler de cette histoire. Mais la police enquête toujours sur les 7 individus qui restent en liberté. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker et d'activer la cloche des notifications.